Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture et on va commencer avec La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Tout le monde en a entendu parler, je l'ai lu il y a déjà un petit moment, je pense avant le mois de juillet, là on est fin septembre, tout va bien. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave, je vais le faire après. On suit en fait une Liselle Meminger, qui, j'espère que ça se prononce comme ça, qui va se retrouver dans une famille allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle va voler un premier livre comme ça. Et en fait, la mort va la suivre. Enfin, va la suivre. En fait, la mort va croiser son chemin régulièrement. Quand je dis la mort, c'est le personnage de la mort, puisque quand le bouquin commence, on a une partie écrite du point de vue de la mort, justement, et qui dit grosso modo que cette jeune fille lui a échappé à plusieurs reprises, et qu'elle n'est pas la seule, bien sûr. Et justement, je trouve que c'est hyper bien trouvé de commencer par ce personnage-là, parce qu'il y a côté... il y a de l'humour noir dedans, en fait. Alors, au regard de la thématique, ça peut paraître choquant, mais moi je trouve pas, parce que ça allège le sujet. Le fait est que la mort parle de son travail, en fait, du fait qu'il y a des gens comme ça qui arrivent à lui échapper, que ça l'agace profondément, les règles de son travail, ce genre de choses. Et on suit en même temps l'histoire de Liselle. Et en fait, on sait comment la mort a eu connaissance de son histoire quand la mort n'était pas à côté d'elle, justement par un carnet, d'où le livre. Et j'ai trouvé ça génial parce que les moments où il faut de l'émotion, c'est là. Les moments très forts sont là. À la fin, j'ai cru que j'allais pleurer comme une madeleine. Surtout que maintenant, avec mon hypersensibilité, ça ne s'arrange pas avec le temps. Donc ça devient compliqué pour moi de lire ce genre de bouquin. Et justement, heureusement, ces passages étaient là parce qu'il y a un passage qui m'a fait rire au regard de mon dernier post. C'était pile le moment où il fallait le lire en fait, du style j'en ai marre, on se demande toujours plus en plus, mais on n'est pas payé en hors sup, que ce genre de truc, j'ai rigolé, je me disais mais ouais la mort qui peut râler, oui, c'est qui râle sur son travail, je trouvais ça très drôle. Et heureusement qu'il y a ça parce que, enfin la Seconde Guerre mondiale, il y a des... Et ce que je trouve étonnant c'est que c'est considéré comme un conte. Je suis pas très sûre de cette idée du conte. Euh, et il y a un autre truc aussi que j'avais vu, qu'il pouvait être lu par des enfants. Je suis pas d'accord. Vous pouvez faire lire ça à des ados peut-être qui vont travailler sur la Seconde Guerre mondiale par exemple. Je trouve que ça peut être un bon point de vue. Parce que oui, il y a des petits dessins. Et en fait là je vous montre les dessins soft, mais il y en a un quand je l'ai vu qui m'a glacé le sang. Il y a des passages où on vous glace le sang, on vous rappelle, oui ce livre a l'air comme ça, l'air de rien. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est passé des choses dramatiques. Les passages, enfin comme je vous l'ai dit, les passages nécessaires, c'est bien écrit, ça vous rappelle un peu, vous ramène un peu les pieds sur terre. L'humain est vraiment mis en avant. J'ai adoré le personnage, j'ai plus son nom là en tête, mais le monsieur qu'elle considère comme son père. Parce qu'en fait, on sait pas ce que sa mère est devenue. On le devine, c'est pas dit clairement, mais voilà. Et en fait, Liselle, le monsieur qu'elle considère comme son père, je vais adorer ce personnage, mais d'une gentillesse, d'une bienveillance, intelligent, très calme et très intelligent. Et la mère aussi, celle qui joue la mère adoptive, on va dire. Pareil, sous cet air un peu dur, etc., on voit quelqu'un qui a beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse à donner. Sinon, elle n'aurait pas accepté de prendre Liselle sous son aile, évidemment. Il y a plein de choses comme ça, et waouh, quelle claque. Je me doutais que... Je savais pas ce que j'allais lire en fait. J'en avais entendu tellement de bien, je sais qu'il y a eu un film. Et maintenant que j'ai lu le bouquin, est-ce que je regarderai le film? Je ne suis pas sûre. Surtout quand on connaît la fin. Parce qu'il y a une différence entre les livres et les films pour moi. En livre, je peux gérer émotionnellement parlant. Face à un film, je ne peux pas. Vu la fin, je ne vais pas y arriver. Je pense sincèrement. Ensuite, on va passer au manga. Ouais, parce que je change l'ordre. Matk, le tome 2, aux éditions Taifu, de Ryo Suzuri. Pour ceux qui ne se souviennent pas du premier tome, je vous rappelle les faits. On suit Matoko, qui est un jeune homme très sombre, qui a décidé de faire appel à un démon, je ne sais plus pour quelle raison, ça j'ai oublié, mais grosso modo il est censé mourir. Et sauf que le démon gît
qui va venir le voir, se dit finalement il peut être bien sympathique comme démon, donc je vais le prendre sous mon aile et je vais lui apprendre les ficelles du métier de démon. Sauf que manque de peau pour lui, Matoko va vite apprendre et est fait pour ça en fait. Là franchement dans ce tome 2, je me suis dit, je sais pas lequel des deux est le pire. Parce que déjà, J est déjà à un très bon niveau, c'est pas limite on a l'impression que c'est le roi des démons ou presque. Matoko il monte en grade très vite. Là dans ce tome 2 on le suit 3 ans plus tard. Et je me dis, déjà visuellement la transformation est juste hallucinante et impressionnante. Alors le problème c'est que vous montrer des graphismes est assez compliqué puisque je rappelle que nous sommes dans l'univers des démons. C'est juste un peu compliqué de vous montrer une image sans qu'elle soit censurée. Je vais essayer d'en trouver une. Ah parce que ouais, je m'étais dit peut-être au début du tome, mais en fait je me rends compte que non. Voilà, si, ça peut encore peut-être... Voilà, ça peut encore aller. Et honnêtement, je sais que je connais une personne qui lit cette série et qui avait dit qu'elle n'aimait pas la suite. Moi, ce tome 2, il m'a beaucoup plu. Après, moi, j'ai pas froid aux yeux sur ce genre de thématique. Et pourtant, il y a des choses qui sont quand même pas fort sympathiques. Mais le fait est que les graphismes permettent justement d'adoucir les choses. Dans le sens où on a affaire à des démons qui ont parfois pas forme humaine ou partiellement forme humaine. Donc on arrive à se détacher et puis on est prévenu. Je veux dire, celui qui lit ça, s'il est choqué, j'ai envie de te dire, tu sais que tu es dans le milieu des démons, t'attends pas quelque chose de joyeux. Et là justement, il faut savoir que le but de Matoko est quand même de surpasser J, et c'est tout l'intérêt de ce tome 2, c'est que Matoko commence à se renseigner et on apprend des choses. Donc j'aime bien cette série parce qu'on évolue, il y a quand même ce côté enquête, et Matoko est un manipulateur hors pair. On sait jamais vraiment ce qu'il pense en fait ou quoi que ce soit. Il y a des moments on a l'impression et en fait on se rend compte que non. Bref, j'attends la suite, j'espère qu'elle ne mettra pas 30 piges pour sortir parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'attend la suite. Bon enfin bref. On va continuer avec un service presse. Après Rock de Fabrice Chauliac aux éditions Voyelle. Alors petite histoire sur ce livre qui est très importante. La maison d'édition n'envoie jamais de service presse papier normalement. Et en fait, j'en ai eu un premier à la demande d'une autrice qui a été éditée chez eux. Et l'éditrice m'a proposé un livre que je suis en train de lire qui est excellent. Pour le moment, j'aime beaucoup. Et en fait, elle s'est trompée, elle m'a envoyé celui-là à la place. Sauf qu'il m'avait l'air franchement sympathique. J'étais partie pour le lire, mais je me suis dit, je vais demander avant qu'est-ce que je fais. Et du coup, j'ai accepté de le lire malgré tout. Et j'ai bien fait. Parce que franchement, c'est un roman atypique. C'est le genre de livre... Alors déjà, il y a ça. Et je crois que les graphismes, la couverture, je crois que c'est l'auteur qui l'a faite, ce qui est pas impossible. J'étais sur sa page, sur ses réseaux sociaux, et ça ressemble bien à ce que je vois sur ses réseaux. Il y a des petites illustrations au début de chapitre. Et en fait, on suit Naïs, une jeune femme qu'on peut considérer un peu comme la princesse d'un petit village. On sait pas si on est dans quel pays on est, quoi. J'imagine que c'est un village inventé. Et l'Inquisition a fait ses ravages, et du coup les femmes doivent se montrer inférieures et ingénues, sinon c'est dangereux pour elles. Et Naïs, donc jeune femme qui quand même est la fille du chef du village, on peut dire ça. J'ai un peu oublié le principe concernant son père. Son père, franchement, je l'ai adoré, il apparaît très peu, mais quand il est là, il est là. On sent que c'est quelqu'un... Je pense que si l'auteur nous fait un roman autour de son père, je pense que je l'achèterai parce que ça pourrait être très intéressant au vu des indices qu'on a concernant le passé de son père. Et Naïs, en fait, on se rend vite compte que dès le début, que voilà, elle se comporte comme on l'attend d'elle, c'est-à-dire une femme qui fait pas grand-chose, qui sort pas trop de chez elle le moins possible, qui fait pas de vagues, sauf qu'on sent très vite que ça l'ennuie et que c'est pas du tout son caractère en fait. Et du personnel de maison autour d'elle qui fait souvent partie de la religion, puisque ici il est question de religion, qui dit inquisition, voilà. Et en fait elle va rencontrer déjà les Zingari. Les Zingari c'est un père et sa fille qui vont s'installer pas très loin je crois que c'est du manoir, du château, je ne sais plus. Et elle va se lier d'amitié avec la fille qui s'appelle Pécha. Et Pécha en fait a une connaissance des choses forcément énorme puisqu'elle fait partie des gens du voyage. Donc forcément, tout ce qui est la chasse, repérer les plantes qui sont comestibles ou non, ce genre de choses. Et elle va tout apprendre à Anaïs.
Mais il y en a un que ça va pas plaire, c'est le diacre, c'est celui qui est en charge de la religion et qui va faire en sorte que Naïs ne s'approche pas trop de ces gens-là, en lui rappelant que ils ne sont peut-être pas des hérétiques, mais ils n'en sont pas loin, et que tout dépend d'elle en fait, tout dépend de Naïs, il la menace plus ou moins. Sauf que Naïs apprécie beaucoup ces gens-là, que le père de Naïs n'est pas non plus indifférent à ces gens-là, et il laisse un peu faire sa fille, il dit rien mais il en pense pas moins, il joue un peu avec les règles. Et sauf que au fil du temps, Naïs, à force de côtoyer Pécha, va forcément avoir des velléités d'indépendance. En plus, son père lui apprend quand même beaucoup de choses parce que s'il vient lui arriver quelque chose, il veut que Naïs soit capable de se défendre, même si il n'est pas censé le faire. Et en fait, elle va découvrir le secret du village par hasard, par curiosité aussi, une curiosité que... Est-ce qu'elle aurait dû être curieuse ou pas? That is the question. Mais ce secret va faire qu'elle va créer un lien, cette scène où elle découvre ce secret, en fait, je l'ai adorée. Elle m'a marquée parce que j'avais l'impression d'une partie d'échecs verbale et par le regard aussi, par le comportement de Naïs et du personnage en question. J'en dis pas trop, je vous laisse découvrir parce que je trouve ça très intéressant de découvrir ça au fur et à mesure. Et en fait, justement, cette partie d'échecs va un peu décider de la suite des événements. Forcément, il y a l'Inquisition qui va forcément être là. On sent très vite, d'ailleurs, dans le livre, puisqu'il est très, très court, mais on sent très vite qu'il y a des gens, des mercenaires qui sont pas loin, qui vont peut-être remuer un peu le village, qu'il va peut-être se passer des choses. Et on découvre beaucoup de choses. Je peux pas trop en dire parce que c'est court et que j'ai peur de vous spoiler beaucoup de choses. Mais justement, je trouvais ça incroyable de voir l'évolution de Naïs, de Pécha aussi, parce que mine de elle évolue aussi. L'évolution de leur relation à toutes les deux, qui est vraiment une très belle relation, une véritable amitié, où elles se disent les choses. Et même quand il y a un blocage, elles vont trouver le moyen de faire évoluer les choses, de réparer les choses, enfin pas réparer, mais de régler voilà, les problèmes. Et jusqu'à la fin, honnêtement, je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Habituellement, dans un roman, j'ai une assez bonne idée de ce vers quoi je vais. Là, honnêtement, jusqu'au bout, je savais pas ce qui allait se passer. D'ailleurs, ce personnage, ce secret en question, qui est représenté par un personnage, ce personnage-là, jusqu'au bout, j'ai jamais su dire si c'était le bien ou le mal. Grosso modo, c'était ça. Et c'est d'ailleurs toute la question aussi du livre, c'est de voir qu'est-ce qui est considéré comme le bien ou le mal, dans le sens humain, ou alors est-ce qu'on se fie à la religion, ou la religion, en fait, l'Inquisition, tout ce qu'ils ne connaissent pas, tout ce qui leur fait peur, ils le détruisent en fait, ils éradiquent des choses, des personnes qui n'ont pas lieu d'être. Et justement, je me suis dit que c'était très bien déjà de faire référence quand même à des faits historiques qu'on connaît tous, où on en a entendu vaguement parler. Je veux dire, l'Inquisition espagnole par exemple, on en a tous entendu parler. Ou même vaguement, on sait globalement l'idée. Je trouve que c'est très bien d'en reparler et de rappeler ça par les temps qui courent, que non, c'est pas parce qu'une personne est différente que forcément c'est un hérétique, c'est juste une personne qui est comme elle est. Et d'ailleurs, le seul hérétique, si on peut dire ça, qu'on croise vraiment dans ce roman, m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé la description de l'auteur. J'espère qu'il nous fera un livre basé sur ce qui s'est passé avant, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant de voir ces différentes créatures avant, quand ils étaient libres. Quand il n'y avait pas l'Inquisition, moi ça me plairait bien, ça me plairait beaucoup. Et alors concernant la fin de ce livre, je sais pas. En fait la fin est très claire, et c'est juste l'épilogue où je me dis, vous savez, j'ai vu la seule chronique que j'ai vue sur ce livre, la personne disait ça pourrait ouvrir sur une suite. Oui, par rapport à ce secret, ça pourrait ouvrir une suite. Ou pas, j'en sais rien. Honnêtement, moi ça m'a suffi, mais c'est vrai qu'à la fin de cet épisode, je me dis ouais, mais il devient quoi? C'est un peu ça l'idée. Donc une excellente surprise, pas prévue, et tant mieux. C'est l'idée même de ces livres. Second service presse, Fable, le tome 1, L'aventurière des mers de Adrienne Young aux éditions Rajo. Je l'ai reçu il y a un petit bout de temps. J'ai mis un peu de temps à le lire parce qu'en fait, le pauvre, il est passé après un gros coup de cœur. Donc j'ai mis du temps. Et alors là, franchement, une grosse surprise quand même. On ne va pas se le cacher. Comment je vais vous expliquer ça?
comment vous parler de ça? J'ai fait la chronique écrite, elle est pas encore en ligne, mais bon, c'est pas grave. Enfin, au moment où je fais la vidéo, parce que vous savez bien que vous verrez la vidéo après. Mais bon, c'est pas grave. On suit Fable qui vit sur l'île de Jeval. C'est une île remplie de voleurs, de menteurs, de manipulateurs et tout ce que vous voulez. Et en fait, son père l'a abandonné sur cette île après le naufrage de son bateau, en lui faisant une jolie cicatrice sur l'avant-bras et en lui disant « Tu n'es pas faite pour ce métier », c'est-à-dire qu'en fait, son père avait un bateau et il était commerçant en fait, et il considérait qu'elle n'était pas faite pour voguer sur les mers. Donc il a trouvé ça très intelligent d'abandonner sa fille et de lui faire une belle cicatrice sur le bras, sachant que cette cicatrice la rendrait encore plus vulnérable qu'elle ne l'est déjà en tant que femme. Et en plus, alors même si je trouve ça bien que justement le fait qu'elle est une femme, on n'ait pas insisté là-dessus dans le roman. C'est pas ce sur quoi on a insisté, c'est vraiment sur la cicatrice plutôt qu'on insiste. Et en fait, elle va se montrer très maligne, très intelligente, elle va beaucoup mentir, elle va faire ses petites affaires de son côté, c'est-à-dire qu'elle va plonger, elle va récupérer des gemmes au fond de l'eau et les revendre, et elle va accumuler une petite fortune dans l'idée de payer son voyage retour, puisque son père lui a dit « Tu auras le droit d'avoir ton héritage seulement quand tu reviendras me voir ». Grosso modo, c'est ça. C'est à Séros qu'elle doit aller. Et en fait, pour diverses raisons X ou Y que je vous expliquerai pas, elle va pas pouvoir faire les choses comme elle l'aurait voulu. Elle va plus ou moins devoir s'imposer dans un bateau marchand qui est géré par West. C'est son meilleur acheteur en fait de gemmes. C'est souvent à lui qu'elle avait affaire. Elle va s'imposer pour le voyage retour. Sauf que rien ne va se passer comme prévu évidemment, que je sais pas jusqu'où je peux aller. Voilà, ça s'arrête là, au moment où elle va retrouver son père et essayer de récupérer son héritage. Mais comme je l'ai dit, rien ne va se passer comme c'est prévu. Honnêtement, quand j'ai lu le passage sur son père et ce que son père lui fait, dans les souvenirs de Fable, puisque ça fait 4 ans qu'elle est sur l'île de Jeval au moment où on commence l'histoire, je me dis mais comment tu peux vouloir retrouver ton père? Ton père t'abandonne avec une cicatrice en sachant pertinemment que rien que la cicatrice te rend plus vulnérable encore que tu ne l'es déjà. Et qu'en plus il considère que t'es pas faite pour cette vie. Donc grosso modo, on a l'impression qu'il veut la voir mourir mais loin de lui. Grosso modo, cette fille elle le gêne, on a un peu ce sentiment là. J'ai pas trop compris pourquoi Femme voulait y aller, mais bon, soit. Puis après on se rappelle de l'héritage. Et en fait, les souvenirs qu'elle a de sa mère sont juste fabuleux, merveilleux. On aurait bien voulu connaître sa mère. Après, j'ai une hypothèse concernant sa mère. Je suis pas sûre du tout, mais il y a une hypothèse. Et franchement, dans ce livre, si vous aimez la mer, tout ce qui est en rapport avec la mer, les bateaux, la nature, vraiment, allez-y. Mais à fond, allez-y. Parce que franchement, à un moment donné, je me dis mais ça fait du bien, on a l'impression de voir d'être en pleine mer sur un bateau avec le soleil ou la tempête. Bon, la tempête c'est moins marrant, mais bref. Surtout les moments plus calmes comme ça, où vraiment tout le monde est détendu. Parce qu'en fait, quand elle fait partie de cet équipage, déjà elle n'est pas la bienvenue, donc elle doit montrer qu'elle a sa place, sachant que c'est que de courte durée, c'est juste le temps d'arriver à destination, après pour elle c'est terminé. Mais elle doit quand même montrer qu'elle a sa place, qu'elle a des compétences, qu'elle est utile, et surtout faire en sorte que les autres ne se méfient pas d'elle, justement parce que bah forcément ils la connaissent pas, ils savent d'où elle vient, ils savent qu'elle ment très bien, et ils savent rien d'elle. Et j'ai beaucoup aimé les personnages qu'on rencontre au fil des pages, j'ai tous aimé, alors à part son père évidemment, et Zola, j'ai adoré le nom du personnage, déjà rien que Zola. Pourquoi Zola? Zola, je pense que je vais le détester, et en même temps je pense qu'il peut me surprendre. Sur la suite, il va probablement me surprendre. La fin, quand j'ai vu ça, il fait « What? Pardon ?» Et par contre, un défaut, parce qu'il en faut un. C'est que pendant 90% du livre, aucune romance. J'étais happy, mais trop contente. Je m'étais dit enfin une vidéo, enfin un bouquin où il n'y a pas de romance. Et ben non, dans les 10% restants, enfin je dis 10%, je sais pas si c'est 10 ou 5, enfin, on n'a que ça pendant plusieurs pages. Ça m'a agacée. J'étais là, non, vous n'allez pas me faire ça. Vous n'allez pas me mettre une romance à la fin du bouquin alors que pour moi ça n'avait pas sa place, c'était pas nécessaire. Et en même temps, je comprends pourquoi. L'autrice a choisi cette voie-là, mais
C'est pas parce que c'est du young adulte, t'es forcément obligé de mettre une romance. D'ailleurs, ça m'agace profondément maintenant de voir des romances quelquefois qui servent pas. C'est juste pour dire de mettre des pages ou des mots, je sais pas. Non, mettez-moi des romances si c'est vraiment utile et important. Là, on va voir l'utilité ou l'importance parce que je pense qu'on va quand même avoir une bonne surprise sur le tome 2 parce que c'est en 2 tomes et je sais qu'en VO, il existe un tome consacré à Saint, le père de cette jeune fille, et je serais curieuse de le lire. Parce que je pense pas que ce monsieur est devenu comme ça par hasard. Il y a forcément une explication. Donc on est à ça, du coup de cœur, vraiment à ça. Et le dernier. Pourquoi j'ai laissé le papier du service presse? J'en sais rien. Ah si, parce que je m'en suis servi comme marque-page. Le bord du monde est vertical de Simon Parco aux éditions Le Mot et le Reste. Tout fin. Alors, il y a un truc qui m'agace, c'est les livres tout fins comme ça, qui coûtent 20 € et qu'on passe 1 heure de lecture. Alors celui-là, j'ai pris mon temps parce qu'il faut prendre son temps. Dans ce livre, on suit... en fait, c'est marrant parce que ce livre m'a rappelé l'art du contrevent par rapport au principe de base. C'est-à-dire, on est dans les montagnes, on a une cordée, voilà, déjà le mot de cordée. Une cordée composée donc de 2 chiens, une femme et 3 hommes, et qui affrontent une tempête pour rejoindre le reculoir. Ouais, je lis le résumé, c'est plus simple. L'ultime hameau pour avant le bord du monde. Le but étant de rejoindre un prêtre, je crois que c'est un prêtre, ouais, le père Salomon, qui, du fait de la tempête, n'a plus d'électricité, donc il a fait appel à eux pour venir tout réparer. Sauf que c'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est de permettre à l'un d'entre eux, Gaspard, de pouvoir faire de la grande ascension. Voilà, j'étais pas sûre d'avoir le bon mot en tête. Et en fait, justement, le fait qu'il y ait cette traversée, d'affronter les éléments, ça m'a rappelé l'art du contrevent. Le fait d'avoir plusieurs personnages où on a surtout les pensées de Gaspard, justement, et de Sola, la dernière recrue de la cordée, ça m'a rappelé aussi ce principe-là de passer d'un personnage à un autre sans que ce soit choquant, en fait. Et le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles technologies, ça aussi très important. Mais quel kiff. J'adore les romans où il n'y a pas de nouvelles technologies, ça fait vraiment un bien fou. Le fait de mettre en avant les éléments. Et c'est juste là où ça s'arrête pour la comparaison. Le reste, pour moi, c'est la traversée de cette montagne, c'est un chemin de vie. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je l'ai compris. Un chemin de vie où on part de tout en bas et on affronte des épreuves au cours de la vie, donc on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et il y a cette grande ascension qui a, je pense, un regard par rapport à... Je sais pas, est-ce que ça a un rapport avec la mort ou l'évolution de la personne une fois qu'elle a atteint une certaine maturité. J'en sais rien, c'est des suppositions que je fais. Il y a aussi le souvenir de ceux qui sont passés avant, qui est fortement présent. Et il y a des pages, mais souvent les débuts de chapitres. Je jure que c'est vrai. Souvent, il y a des débuts de chapitres où j'étais là en mode... C'était magnifique. Il y a un poème d'ailleurs, il en a fait un poème en fait à un moment donné qu'on trouve à la fin, je crois. Ouais, ou pas très loin de la fin. Il y a un très beau poème, d'une beauté. Qui sont en fait éparpillés. Je me demandais d'ailleurs ce que c'était que ces bouts de phrases en italique tout au long. Et en fait, c'est un poème qui, à la fin, vous retrouvez complet à la fin. Bref, ce monsieur a un talent d'écriture qui n'est pas à négliger. Quand je vois le petit aparté en 4ème de coup sur l'auteur, ça m'étonne même pas qu'il ait écrit un livre comme ça. Ça ne devrait même pas être étonnant. Dès la première page, je me dis « Oh mon Dieu, je vais kiffer ce livre ». C'est la première fois que je lis un livre de cette maison d'édition, mais j'en ai 2 autres, je crois, dans ma pile à lire. Peut-être 3, je ne sais plus. Je sais juste qu'à chaque fois que ma libraire a des livres de la maison d'édition, il m'intrigue. C'est juste magnifique. Il y a des moments où il y a un truc avec les livres aussi. Il y a un amour du livre dedans. Pour ceux qui aiment les livres, la lecture, qui prônent ça. Mais allez-y, parce que là, vous allez avoir votre bonheur absolu. Moi, il y a des passages, mais c'est tellement ça. Parce que oui, la cordée est chargée pas seulement de réparer, mais aussi d'apporter des provisions, d'apporter des livres. Très important, les livres. C'est la première nourriture, on a l'impression, dans ces livres. C'est tellement juste. Enfin, après, il faut avoir les bons livres, ça c'est encore autre chose. Mais ouais, franchement, je le relirai. J'ai pris mon temps parce que ça se déguste. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la cordée.
Et je trouve, enfin, le bord du monde est vertical, mais c'est tellement bien trouvé. Tellement bien trouvé. J'aime bien ces livres en ce moment qui ont ce truc avec le bord du monde ou au bord du bord. Enfin, genre, je pense au recueil de poésie au bord du bord. Je sais pas pourquoi ça m'a fait écho à ça, avec la Horde du Contrevent, avec d'autres livres, bref. J'ai pas encore décidé si ce serait un gros coup de cœur ou juste un livre. J'ai envie de faire une catégorie de livres à part, pour moi, qui ont ce truc qui fait que c'est différent. Est-ce que ça fait un coup de cœur ou pas? Je sais pas. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Et pourtant, il y a un passage où j'aurais pu râler, parce que je viens de le dire, moi, les relations amoureuses, j'en ai marre. Les scènes où il faut forcément qu'il y ait une scène intime entre deux personnages, ça me gave. Là, il y en a une qui est pas décrite. C'est, enfin, oui et non, parce qu'il a une écriture vraiment poétique, l'auteur. Donc c'est très élégant, c'est très... Je sais pas, il y a une élégance dans son écriture qui fait que ça choque pas. Et un auteur qui arrive à écrire comme ça sans que je m'énerve en mode mais pourquoi ils sont dans une auberge au bout du monde, grosso modo, à l'écart de tout, pourquoi tu nous mets ce genre de scène? Eh ben non, j'y ai pas pensé. J'y ai vaguement pensé, mais ça m'a très vite passé au-dessus parce qu'en fait, on se rend très vite compte que Sola, le personnage concerné, c'est le petit dernier qui vient d'arriver, il découvre encore, il est un peu maladroit et en même temps, c'est plus intelligent, je trouve, d'entre tous. Il a une intelligence, une façon de penser qui est pas comme les autres. Il n'est pas en mode je vais grimper, il est en mode je vais grimper, mais je vais apprendre en même temps beaucoup de choses et c'est ce qui fait sa force, justement. Bref, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'il y a forcément des choses que je vais zapper. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, et me dire vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur, des livres que j'ai pas forcément présentés non plus, parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et sur ce, bah, je vais vous dire à bientôt. Salut!